Bonjour à tous. Donc effectivement, Marc Morel, ingénieur à l'UMR Innovation. Est-ce que vous voyez en plein écran ici? Oui, moi c'est bon. OK, et ben, c'est parfait. Alors donc je vais vous parler de comment favoriser les échanges entre culture et élevage à l'échelle territoriale. C'est une synthèse de travaux, de dispositifs de recherche et de programmes, de recherche et développement, recherche-action et développement local, notamment qu'on a répertorié et travaillé dans le cadre du RMT SPICE, qui est maintenant devenu le RMT SPICY, donc système de polyculture élevage et intégration culture élevage. Donc je vais d'abord rappeler la diversité des enjeux autour de l'intégration culture élevage et pourquoi on cherche à développer cette dimension territoriale dans les formes d'intégration culture élevage. Ensuite, je vous montrerai comment ça se passe concrètement dans les projets qu'on a pu étudier et puis vers quoi on pourrait s'orienter pour la suite. Alors déjà, un petit point sur les enjeux qui ont été rappelés un petit peu en introduction et puis qui dépassent quand même largement le cadre des échanges entre agriculture et élevage, entre céréaliers et éleveurs. En fait, ça va un petit peu plus loin que ça parce que notamment c'est une question qui a été soulevée par Bruno Latour à Montpellier dans une conférence où il rappelait les travaux de l'équipe de Gilles Billen sur l'extrême ouverture du système agroalimentaire français. Et il montrait les liens entre territoires à l'échelle globale, à travers l'organisation des flux d'azote entre des régions qui sont extrêmement déficitaires en azote et donc qui en importent beaucoup, et d'autres qui sont beaucoup plus excédentaires et qui en exportent. Cette réorganisation territoriale des liens entre agriculture et élevage, elle s'observe aussi à l'échelle française. Si on regarde par exemple les surfaces en luzerne qui sont vraiment très représentatives des systèmes de polyculture élevage, entre les années 70 et les années 2010, la luzerne a beaucoup reculé des assolements et elle s'est concentrée dans certaines régions où elle peut être parfois produite, notamment en Champagne, de manière assez intensive avec même des intrants. Ça s'observe aussi à l'échelle locale, à l'échelle des paysages. Par exemple, là, on est dans la plaine d'Alsace. Entre 1946 et 2014, il y a eu bien sûr une extrême simplification des paysages, une extrême simplification des assolements, puisque là, on voit les surfaces prêtes à être implantées en maïs. Et donc, derrière, un équilibre qui est un peu rompu quelque part entre la production et la consommation de l'azote, notamment dans les systèmes de production. Le problème, c'est que si on superpose les cartes de spécialisation régionale, soit en grande culture, soit en élevage, en fait, elles sont exactement cohérentes avec les problématiques environnementales, que ce soit pour les excès de nitrates, de pesticides ou les problèmes de déficit en matière organique. On va retrouver la carte des grandes zones de spécialisation, soit en grande culture, soit en élevage plus intensif. Et puis, il y a d'autres enjeux plus à l'échelle locale ou territoriale, comme par exemple la mise en place de la trame verte et bleue. Donc, on parle d'enjeux de biodiversité, de crise écologique. La trame verte et bleue, elle est là pour répondre à ces enjeux. Et donc, elle implique d'avoir une gestion et une réflexion à l'échelle du territoire et du paysage, notamment de l'usage des sols et de la cohérence entre les différents usages des sols. À Montpellier, on travaille dans une plaine viticole qui est dominée par la vigne à 90-95% de l'usage en termes de SAU. Bien évidemment, les questions de biodiversité et les questions de gestion de l'eau vont être fortement impactées par cette très grande spécialisation. Mais c'est pareil dans les systèmes de grande culture. On a évoqué la question du colza dans le plateau de Langres. Très généralement, le colza dans les systèmes de grande culture a pris une importance majeure dans les assolements. Là où dans des systèmes plus diversifiés de polyculture et élevage ou dans des systèmes qui s'orientent vers l'agriculture biologique, eh bien, on va avoir beaucoup plus de diversité dans les assolements. Diversité qui va nécessiter d'en faire quelque chose, des cultures de diversification, mais qui va aussi apporter énormément à l'équilibre des systèmes de production, à la régulation biologique, donc aussi profiter
de régulation naturelle des bioagresseurs, notamment des adventices, et puis à la biodiversité associée, donc dans le cadre, par exemple, de la trame verte et bleue. Donc une proposition d'analyse et de réflexion un peu synthétique sur comment et pourquoi réintégrer agriculture et élevage. Le constat, c'est qu'actuellement, on est quand même beaucoup dans une situation de coexistence où culture et élevage sont déconnectés spatialement et dans le temps et interagissent à travers un marché. Dans certains cas, on a encore des formes de complémentarité, avec notamment l'utilisation du fumier pour fertiliser les cultures, et puis des cultures fourragères. Et puis, les modèles vers lesquels on aimerait tendre, qu'on propose de développer, c'est des formes de synergie entre culture, animaux et prairies, donc notamment en intégrant des prairies en rotation dans les systèmes de culture, avec plus ou moins de pâturage. Et ça peut se raisonner à l'échelle d'une ferme ou à l'échelle d'un petit groupe de fermes, mais ça peut aussi se raisonner à une échelle territoriale, où on bénéficie d'une diversité, par exemple, de systèmes d'élevage, avec des ruminants, mais aussi avec des monogastriques, qui vont donner différentes sources de fertilité et différentes modalités d'interaction et modalités d'intégration avec les systèmes de culture. Donc, beaucoup plus de possibilités de gestion diversifiées et d'adaptation éventuellement aux conditions annuelles, d'adaptation aux conditions de réussite des cultures, etc. Le problème, c'est que aller d'un modèle très simple de coexistence à un modèle très complexe de synergie à l'échelle du territoire, ça demande beaucoup de ressources. C'est par exemple ce qui s'observe dans certains groupements d'intérêt économique et environnemental, les GI2E, dans le plan agroécologique pour la France. Ce qu'on a observé sur le terrain, hein, dans la caractérisation des formes d'intégration culture-élevage à l'échelle du territoire, c'est ça que ça veut dire I7, c'est que ça pouvait prendre vraiment des formes très différentes, allant de l'organisation entre voisins, par exemple pour valoriser des cultures dérobées par un pâturage, euh, à un assolement en commun, donc une organisation collective entre GAEC, mais aussi avec des formes plus ou moins centralisées où plusieurs agriculteurs, plusieurs éleveurs contribuent à l'approvisionnement en matière organique, par exemple, d'un céréalier, ou bien carrément à travers l'organisation d'une filière par un acteur économique qui est, dans le cas à étudier, une coopérative. Ce panorama des formes d'intégration culture-élevage en France, il a été publié, formalisé dans un article fait avec mes collègues du RMT Spice, que vous pourrez retrouver. Et ce qu'on a montré, c'est que les échanges entre céréaliers et éleveurs, ils étaient plus ou moins structurés et ils prenaient plus ou moins en compte des enjeux du territoire et des acteurs différents. Donc, par exemple, dans certains cas, on s'intéresse aux échanges culture-élevage, mais aussi à la gestion du foncier, à la gestion des friches sur le territoire, comment remettre en culture, comment valoriser ces friches à travers le pâturage, parce qu'une fois que les animaux sont présents sur le territoire pour aller pâturer ou pour fournir de la matière organique, eh bien, ils peuvent être mobilisés pour d'autres formes d'utilisation sur le territoire. Pareil pour les questions de méthanisation, la production de méthane à partir de cultures et d'effluents organiques permet aussi de structurer des échanges dans certains groupes. Cela dit, ça ne va pas tout seul. Ces échanges entre culture et élevage, ils se font dans un cadre et avec une organisation particulièrement importante, donc, notamment avec de l'animation de la part des chambres d'agriculture, des organismes de développement, des associations, et puis dans certains cas, quand on mobilise d'autres partenaires, d'autres filières, ça peut carrément prendre la forme d'un projet de territoire où on va impliquer également les collectivités. Il y a quand même une dimension identitaire importante dans ces échanges, c'est-à-dire que c'est pas que fonctionnel, on dépasse souvent les bénéfices mutuels, et puis on met en œuvre réellement un projet de partenariat qui s'ancre dans les problématiques de territoire, qui parfois va jusqu'à chercher à recréer le lien entre producteurs et consommateurs. Donc, par exemple, en offrant une gamme de produits diversifiés pour la commercialisation en circuit court,
La question du retour de l'élevage, de comment est-ce qu'on organise et on assure les conditions favorables à un retour de l'élevage dans des zones spécialisées en production végétale. Ces démarches d'accompagnement, elles doivent être animées, elles doivent être outillées aussi. Ce qu'on a proposé avec des collègues de Toulouse, c'est la construction d'un jeu sérieux, donc une méthode d'animation basée sur le jeu pour concevoir des scénarios d'intégration. Donc ça veut vraiment dire que ça ne va pas de soi, parce que si on en est à imaginer des scénarios, ça veut dire qu'il faut se projeter en amont de l'action et de la mise en œuvre quand on démarre de zéro. Cet outil, donc Dynamix, qui est le jeu sérieux pour construire des scénarios d'intégration culture-élevage, il passe par une reconception du système de production à l'échelle individuelle et une planification, une organisation des échanges. Donc, on regarde à la fois les aspects techniques et les aspects organisationnels. Et puis, on regarde aussi qu'est-ce que ça peut produire en termes de performance. Performance technique, performance économique, performance environnementale, également les aspects d'organisation du travail, donc l'acceptabilité pour l'agriculteur. Et c'est des démarches d'évaluation qu'on retrouve dans d'autres outils. Par exemple, un outil d'évaluation qui a été construit dans le cadre du CASDAR CEREL sur les échanges céréaliers éleveurs, ou dans le cadre du projet POSIF sur le pâturage des ovins sur les systèmes céréaliers en Île-de-France. Je conclus sur quelques messages un peu importants pour la suite et qui structurent le travail qu'on fait dans la communauté du réseau RMT Spicy. Déjà, pour dire que c'est une dynamique quand même assez forte, que les agriculteurs se fédèrent beaucoup autour de ces questions d'autonomie à l'échelle d'un groupe et pas forcément à l'échelle d'une ferme, et qui permet aussi de mobiliser d'autres acteurs des territoires. Donc, dans certains cas, c'est vraiment un projet transversal sur le territoire, au-delà des échanges. Cela dit, il faut quand même s'intéresser aux questions techniques, organisationnelles et sociales dans ces échanges, donc les questions d'équité, les questions de bénéfices individuels et collectifs, donc comment est-ce qu'on articule, comment est-ce qu'on fait des compromis entre qu'est-ce que ça va apporter pour une exploitation et puis qu'est-ce que ça va apporter à l'échelle du groupe, comment est-ce qu'on gère les risques, comment est-ce qu'on les partage. Et puis, ce sont des démarches, comme je disais, qui nécessitent un accompagnement, donc ils ne vont pas de soi. Et cet accompagnement, il peut prendre différentes formes, donc il peut passer par les GI2E, il peut s'intégrer dans certains cas dans les projets alimentaires territoriaux, les PAT, et puis plus largement, il peut mobiliser d'autres acteurs dans une dynamique de territoire, parce que la réflexion sur les équilibres entre agriculture et élevage peut amener à prendre en charge d'autres enjeux, notamment par exemple la défense contre l'incendie dans les territoires à risque, notamment par chez moi en Méditerranée, mais aussi la prise en compte de la biodiversité ou d'enjeux paysagers. Donc c'est vraiment un levier important, en premier lieu pour diversifier les systèmes de culture, pour préserver la fertilité des sols et assurer un approvisionnement en matières fertilisantes, mais aussi tout un tas de leviers qui vont au-delà des systèmes de culture. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous pourrez aussi retrouver pas mal d'informations sur le site du RMT Spicy. Merci pour votre intervention. Ah, on a de nouveau de l'écho, non, c'est bon. Merci pour votre intervention qui rentre dans les temps. J'ai pas de questions sur le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser sa question en direct? S'il n'y a pas de questions, moi je veux bien intervenir parce que ça fait partie des sujets sur lesquels on a déjà réfléchi. Alors, je partage complètement l'idée d'avoir des approches beaucoup plus transversales sur les territoires. Là où je me pose une question, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est par rapport à la réintroduction de l'élevage. Je pense qu'il faut arriver en fait à réintroduire, si je peux dire, l'élevage dans les assolements, mais sans avoir d'animaux. Je m'explique. Il faut réussir à bénéficier des effets intéressants de l'élevage en refaisant notamment des cultures fourragères et en trouvant une autre forme de valorisation. Et c'est pour ça que, à un moment donné, j'avais considéré que la méthanisation pouvait être une solution pas inintéressante.
Sauf qu'aujourd'hui, la réglementation ne nous permet pas d'aller quand même dans ce sens-là, très clairement, et on peut comprendre pourquoi, mais bon, il y a de fortes contraintes liées à l'élevage qui font que ça va être difficile quand même de revenir à ce qu'on a pu faire il y a 30 ans ou 50 ans. Et est-ce que d'après vous, il n'y a pas possibilité de trouver un compromis qui fasse qu'on réintroduise ces cultures qui sont extrêmement intéressantes pour les assolements, mais sans forcément avoir des animaux derrière. Donc voilà, pour moi, la méthanisation était une piste intéressante. Bon, c'est à peu près impossible aujourd'hui, de par la réglementation. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel on aurait peut-être intérêt à s'orienter un peu plus? Alors, je ne suis pas spécialiste des questions de méthanisation. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a certains cas, notamment dans le développement type GI2E, où ça fonctionne, où ça a l'air de vraiment permettre le développement de systèmes assez diversifiés et qui durent à la fois dans l'organisation et à la fois sur les systèmes de production. Il y a quand même beaucoup d'enjeux, notamment autour du phosphore, de la fertilité en phosphore. Donc, peut-être des choses à surveiller plus sur le long terme. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même assez peu de recul sur les démarches de méthanisation, sur l'effet à long terme sur les sols. Et puis, je pense que globalement, il n'y a pas de dogme et il n'y a pas de modèle unique sur ces formes d'intégration culture-élevage, ces formes de rééquilibrage. Pour moi, ce qui est un peu structurant, c'est que si on réfléchit au-delà des systèmes de culture, il y a des enjeux sur la majorité des exploitations, sur énormément d'exploitations et de territoires. Il y a des enjeux de gestion d'espace, de gestion de zones un peu plus marginales, de zones qui ont un intérêt pour la biodiversité ou l'environnement. Donc, par exemple, les zones humides. Les zones humides, un des moyens de les gérer durablement, c'est le pâturage. Donc, il peut y avoir des animaux qui sont sur des zones qui ont vocation à accueillir des animaux, donc ils ne vont pas forcément être sur les exploitations céréalières, mais qui ont une place sur le territoire. Donc c'est après comment on retrouve le lien et on organise le lien entre les deux pour l'approvisionnement en fourrage ou en complément, parce que ça peut être aussi intéressant de fournir l'équivalent des concentrés localement pour les éleveurs. Et donc de trouver la manière d'optimiser la place de l'élevage et des systèmes de culture en valorisant les différentes ressources du territoire. Merci. J'ai une question qui vient d'apparaître dans le chat par JF Bodino de la CRA Grand Est. Avez-vous un exemple de nouvelle collaboration EC mise en place grâce à la méthode Dynamics? Ouais, en fait, cette méthode Dynamics, donc c'est le jeu sérieux, qui a été développé dans le cadre de l'accompagnement d'un groupe, enfin de deux groupes, un groupe de céréaliers et un groupe d'éleveurs. Et donc c'est le groupe opérationnel, ça fait vraiment écho au webinaire, qui s'appelle Rotation 4 pour 1000 et qui est piloté et animé par la Chambre de l'Ariège, la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Et donc la méthode a été développée et testée en accompagnement de ces groupes d'agriculteurs et d'éleveurs. Et effectivement, les collaborations, les échanges ont été construits chemin faisant. Alors c'est pas vraiment, du coup, la méthode elle a été développée en parallèle. Donc, on peut pas dire que c'est la méthode qui a permis le développement des échanges, mais en tout cas, elle a été construite avec et testée avec ces groupes qui fonctionnent encore en fonctionnement de complémentarité entre céréaliers et éleveurs. Et il y a des documents, notamment des témoignages vidéo sur le site de la Chambre de l'Ariège.